Chapitre 4. La capitale américaine du porno. San Francisco est aujourd'hui la capitale du porno en Amérique. Ce statut exalté n'a pas été obtenu simplement sur la base de la quantité de porno pur qui se vend. New York et Los Angeles, par exemple, comptent tout autant de films cochons, de librairies, de danseuses nues, de spectacles sexuels en direct, de studios de mannequins, de salons de messages, de swap clubs, de publications clandestines et de prostituées. Probablement plus, même si l'on tient compte du nombre d'habitants. Ce qui distingue San Francisco de tout autre endroit, c'est le style avec lequel le porno est commercialisé, l'attitude de ses praticiens à son égard et la tolérance dont font preuve la plupart des citoyens carrés à l'égard de toute cette question. L'hypothèse de base, semble-t-il, est qu'un adulte mature a le droit de prendre son pied comme il l'entend, à condition que les citoyens décents n'aient pas à assister au processus et que personne ne soit blessé. William Murray, magazine du New York Times, 3 janvier 1971. San Francisco est le lieu où les fantasmes des homosexuels se réalisent, et le problème que pose la ville est de savoir si, après tout, nous voulions que ces rêves particuliers se réalisent, ou si nous en aurions préféré d'autres. Savions-nous quel prix ces rêves allaient coûter? Edmund White, État de désir. Le Condor Club, un go-go bar de North Beach à San Francisco, a connu des difficultés financières tout au long du printemps 1964. Puis, en mai, le créateur de vêtements Rudy Gernisch, qui appartenait d'ailleurs à un cercle d'homosexuels politiquement conscients, lança le maillot de bain monokini. Contrairement au bikini, qui se compose d'un haut et d'un bas, le monokini n'a pas de haut. Le promoteur du Condor, un peu désespéré, a donc eu l'idée de faire porter le monokini aux go-go dancers du club pour pimenter le spectacle. Ainsi, le 23 juin, la danseuse principale du club, Carol Doda, a lancé cette nouvelle routine et a dansé ce soir-là en portant le maillot de bain sans haut de Gernisch. L'une des premières femmes du pays à avoir subi des injections de silicone pour augmenter la taille de ses seins, elle est passée d'une taille 34B à une taille 44D. Les journaux s'emparent de la performance seins nus de Doda, et bientôt, des files d'hommes font le tour du pâté de maison en attendant d'y entrer. Le Condor a très bien marché après ça. Lorsque la police décide de ne pas porter plainte, les autres go-go clubs de North Beach lui emboîtent le pas. La danse topless était une rupture majeure par rapport au spectacle burlesque traditionnel. Les stripteaseuses comme Gypsy Rose Lee avaient longtemps travaillé la ligne délicate entre la danse et l'exhibition de la chair, entre le sexe et l'aguichage. Le topless a changé tout cela. Bientôt, les bars topless ont proliféré sur toute la côte ouest, mais Carol Doda et le club topless symbolisaient la longue histoire de San Francisco en tant que ville ouverte. San Francisco en tant que ville ouverte, depuis la ruée vers l'or. Cet été-là, le magazine Life publie un dossier spécial sur l'homosexualité en Amérique. Le magazine note que l'homosexualité, et le problème qu'elle pose, existe partout aux États-Unis, mais est plus évidente à New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco. La nouvelle offre plus de tolérance, un anonymat relatif et des possibilités d'emploi, mais le magazine expliquait que les hommes homosexuels avaient également plus de possibilités de rencontrer d'autres homosexuels dans les parcs, les bains publics et les bars des villes. Aveman, 68. Boyd, 200. L'article dépeint San Francisco comme une ville dotée d'une communauté gay riche et dynamique et la désigne comme la capitale gay de l'Amérique. Il note qu'il y a plus de 30 bars qui s'adressent exclusivement à une clientèle homosexuelle. Avec la publication de cet article, la ville est devenue le lieu de prédilection de nombreux jeunes hommes en quête de leur homosexualité. Autrefois ville industrielle au col bleu et port animé, San Francisco a commencé à changer presque imperceptiblement dans les années 60. Le port a progressivement décliné, et les industries manufacturières se sont déplacées vers les banlieues périphériques. Les cols bleus ont suivi les emplois industriels. Peu à peu, San Francisco est devenu un centre financier régional, mais le tourisme est devenu le pilier de la vie économique de la ville. En fait, au début des années 60, l'industrie touristique de la ville dépendait de la perpétuation de sa réputation de licence sexuelle. À la fin de la décennie, le sociologue Howard Becker notait que San Francisco était plus tolérante à l'égard des comportements bizarres, de la consommation de drogue et du sexe bizarre, des modes de vie alternatifs, que la plupart des grandes villes. Le phénomène a commencé au compte-gouttes à la fin des années 60 et s'est amplifié au cours des années 70. Des milliers de jeunes gays et lesbiennes ont bientôt quitté les banlieues, les petites villes et les villes modestes pour s'installer dans les villes cosmopolites de New York, Los Angeles, Chicago, Boston, la Nouvelle-Orléans et San Francisco. À la fin des années 1960, le premier bar gay a ouvert ses portes sur Castro Street, dans ce quartier irlandais douillet de col bleu, composé de dockers, de manutentionnaires, d'ouvriers d'usine et de policiers,
niché dans une petite vallée entre Twin Peaks, Noé Valley et Mission. Lentement, des commerces au service de la population gay se sont ouverts le long des 2 blocs de Castro Street à partir de Market et des 17e et 19e rues. En l'espace de 5 ans, de nombreuses familles irlandaises ont vendu leurs maisons victoriennes aux homosexuels qui s'installaient dans le quartier. Au début des années 70, les hommes gays affluaient dans le quartier de Castro. Des commerces gays ont ouvert dans des devantures de magasins abandonnés. En 1972, 2 anciens militants gays ont ouvert le Paperback Traffic. Leur activité a plus que triplé au cours des 4 années suivantes. En 1973, juste en haut de la rue de la Librairie, Harvey Milk, un homme d'affaires new-yorkais devenu hippie, ouvre avec son amant le magasin Castro Camera. Fondateur de la Castro Village Business Association et premier membre ouvertement gay du Board of Supervisors de la ville, Milk, qui s'est présenté pour la première fois aux élections en 1973, a dominé la politique gay de San Francisco jusqu'à son assassinat. En 1978, avait commencé à publier un petit livre répertoriant tous les bars gays qu'il avait rencontrés lors de ses nombreux voyages aux États-Unis. Plus de 35 ans plus tard, la société fondée par Dan Moron est toujours en activité et publie des guides de voyage pour hommes et femmes, des cartes et des guides urbains. Le partenaire de Dan Moron, Al Cole, avait été l'un des fondateurs de la Mattakin Society, la première organisation moderne de défense des droits des homosexuels, dans les années 1950. Dans un encadré, Life a publié une photo d'Al Cole préparant la Mattakin Review pour l'impression. Cependant, au milieu des années 60, il a abandonné la politique gay et s'est lancé dans la production de pornographie. Quelques années après avoir ouvert la librairie Adonis, Bob Dameron a fondé Calafran Enterprise avec le photographe local J. Bryan. Calafran a publié Golden Boys, une publication en couleur de 5 pouces sur 7, qui a été l'un des premiers magazines de physique à imprimer des photos de modèles nus sans caleçon et l'un des premiers à publier des photos de jeunes hommes avec des érections partielles, alors que les publications de Beefcake s'orientaient lentement vers la publication d'images avec des érections complètes. En 1965, John Travis, âgé de 22 ans, a trouvé un emploi de développeur de tirage pour un vieil homme sale qui dirigeait un studio appelé Him et vendait des photos de jeunes hommes en bretelles de pose. Travis a commencé à prendre des photos lui-même et à les envoyer à la Guild Press de Herman Lynn Womack à Washington. D.C. Womack, l'éditeur des magazines de physique manuelle, Trim et Grecian Guild Pictorial, était un pionnier dans la lutte pour libérer les images homoérotiques de la censure. En 1960, la Poste américaine a saisi 3 de ses publications parce qu'elles faisaient appel à des intérêts lubriques, tels que définis par William Brennan dans la décision Roth. Womack a intenté un procès et porté l'affaire devant la Cour suprême. En 1962, l'opinion majoritaire a conclu que les photographies du magazine physique du nu masculin ne peuvent pas être considérées comme plus répréhensibles que de nombreuses représentations du nu féminin que la société tolère. Bien sûr, toutes les représentations de la nudité masculine ou féminine ne sont pas obscènes. Le matériel était lamentablement désagréable, grossier et clinquant. Mais il n'avait pas un caractère offensant et vide. La décision de la Cour suprême de 1962 a constitué une étape importante, libérant les éditeurs du physique du harcèlement de la Poste. Après avoir travaillé pendant 2 ans dans la chambre noire de Him et pris des photos de son propre chef, John Travis est allé travailler dans la maison d'édition Calafran de J. Bryan, où il a réalisé des photographies pour Golden Boys. En 1966, Scott Masters, après avoir conduit ses parents de Chicago à l'ouest, visite San Francisco. Là, il découvre que les librairies pour adultes vendent plus de magazines et de photographies de physique masculin titillant que tout ce qu'il avait vu chez lui. De retour à Chicago, il persuade les propriétaires de librairies locales de le laisser acheter du matériel gay pour leur magasin. Il noue des liens étroits avec des photographes de San Francisco et de Los Angeles et commence bientôt à publier lui-même des magazines pornographiques softcore, puis hardcore. À peu près Masters où sont sortis les magazines Golden Boys, qui ont été les premières publications de nus masculins destinées aux homosexuels. Avant cela, quelques procès avaient été gagnés dans lesquels la nudité, en soi, n'était pas obscène, alors l'étape suivante consistait à passer d'une nudité plus innocente à une nudité moins innocente, et de bites totalement molles à la tumescence. Les Golden Boys ont entamé ce processus au moment même où j'ai commencé à acheter des séries de photos de divers photographes qui proposaient également des nus de leurs modèles. Lorsque Masters s'installe en Californie, il choisit de ne pas s'installer à San Francisco mais à Los Angeles, où ses magazines sont imprimés. Les Golden Boys, de beaux jeunes hommes légers, souvent blonds, sont devenus synonymes de la vision du porno de J. Bryan. Né Jeremiah Bryan Donahue dans le comté d'Alameda, juste de l'autre côté de la baie de San Francisco, il était réputé pour ses modèles, il les sélectionnait avec soin pour leur jeunesse, leur bonne mine et, surtout, leur gros pénis.
Brian a enrôlé bon nombre des jeunes hommes qu'il a photographiés comme callboys dans les bordels de garçons qu'il dirigeait avec John Summers. On dit que Tennessee Williams et Truman Capote les ont fréquentés. Brian était comme un dieu à San Francisco, rapporte le cinéaste Toby Ross, qui s'était installé à San Francisco pour réaliser des films pornographiques. Son agence de mannequins et ses magazines Golden Boys avaient créé une incroyable mystique. Il était une légende. Il n'y a aucun doute là-dessus. Brian n'avait aucun mal à trouver des jeunes hommes. Tony Ross se souvient, à cette époque, il n'y avait pas besoin de faire de la publicité. L'atmosphère à San Francisco était tellement festive que vous aviez l'habitude d'aller vers quelqu'un dans un magasin de beignets et de lui dire « est-ce que ça t'intéresserait de jouer dans un film ?» Si vous alliez au bain, et que vous voyiez quelqu'un se promener avec la plus grosse bite, vous alliez simplement vers lui et lui disiez « j'ai une super offre ». Un des artistes que Brian a tenté d'enrôler dans son agence était Jim Cassidy, qui était basé à Los Angeles. Ça n'a pas très bien marché. Il s'est fait arrêter, a raconté Cassidy. Et ça n'aurait pas pu arriver à un type plus fin. Là-bas à San Francisco, il dirigeait ses maisons closes pour hommes. Il m'a invité une fois. Il m'a dit, viens pour un week-end, Cassidy, je vais annoncer ta venue, et tu pourras faire un peu d'agitation et aligner quelques numéros à $100. Bref, j'avais un jour de retard, et il était mortifié. Tous ces super gens qui attendaient de me voir ont dû être repoussés et tout ça. Il ne voulait même pas me parler. C'est lui qui m'appelait chaque semaine pour que je vienne. En 1973, après avoir produit une demi-douzaine de films hardcore et quelques films non sexuels, Brian, épuisé par ses démêlés avec la police de San Francisco au sujet de son service d'escorte, s'installe à Hawaï. Il y reste un peu plus d'1 an avant de retourner à San Francisco. Cependant, une fois de retour en Californie, il reprend la production de films 8 mm pour son entreprise de vente par correspondance, mais à une échelle plus réduite. En 1969, San Francisco est devenue la première ville américaine à diffuser des films hardcore dans tous les cinémas de la ville. Plus de 28 cinémas proposaient des films, dont beaucoup n'étaient guère plus que des boucles, montrant des fellations, des cunnilingus, des masturbations mutuelles, des relations sexuelles en groupe et des rapports sexuels vaginaux et anaux légers. Les intrigues minimales, presque toutes construites autour de la recherche et de l'atteinte de l'apogée sexuelle, étaient de simples histoires de femmes au foyer séduisant des livreurs ou des voleurs, forçant leurs victimes à accomplir des actes sexuels. Ces développements étaient le point culminant des pressions économiques et des expérimentations culturelles vécues par les théâtres à travers le pays. Le Roxy Theater, situé sur la 16e rue près de Valencia, dans le Mission District de San Francisco, a d'abord projeté des films étrangers pour attirer le public chassé par la télévision, puis, dans les années 60, il a changé de format et a commencé à projeter des nudis et, selon son directeur, les affaires ont repris. Mais au milieu des années 60, même les nudis n'attiraient plus les spectateurs. Au début de 1967, le San Francisco Examiner annonçait une affiche au Roxy intitulée Naughty Nymphen Bage Baver at their Busy Best. S'appelant lui-même Home of the Age Beaver Film, le Roxy proposait des courts-métrages qui avaient été vendus auparavant en 8 mm par correspondance. Convertis en 16 mm pour les salles de cinéma, les films de Castor montraient une nudité féminine totale et se concentraient principalement sur les organes génitaux féminins. Très vite, le film de Castor a évolué vers le Castor fendu avec les lèvres écartées, le Castor d'action avec masturbation ou manipulation numérique et l'action hardcore avec rapport sexuel. On pourrait faire 1 ou 2 films de nudité nous-mêmes, se souvient Jim Mitchell, étudiant en cinéma à l'université de San Francisco, en disant à son camarade de classe Earl Shagley. Peut-être pas tout de suite. On pourrait commencer par des photos. Tu sais, prendre des photos de filles sans le haut et essayer de les vendre aux librairies de Market Street. On trouve une hippie et on lui demande si elle veut bien enlever le haut et nous laisser la prendre en photo. Dans un nudiste, on a des photos de seins, explique Artie, le frère de Jim. C'est de l'histoire ancienne. Personne n'irait voir un nudiste aujourd'hui. Les castors sont à la mode. Dans un castor, on a des plans de moufles. Rapidement, ils réalisent des boucles courtes, 10 à 12 minutes, qu'ils vendent au Roxy pour $100 la boucle. L'autre force majeure de la scène hardcore de San Francisco était Alex de Renzi, qui était venu à l'origine à San Francisco pour travailler comme directeur de la photographie sur des films industriels. Il était venu à l'origine à San Francisco dans les années 1960 pour travailler comme photographe pour le Gordon News Service. Peu de temps après son arrivée à San Francisco, il a commencé à travailler au noir sur des films pour hommes. En 1968, il loue et rénove le Screening Room, un cinéma de 50 places situé dans le Tenderloin, le quartier de Skid Row à San Francisco. Après l'ouverture du cinéma,
Les recettes hebdomadaires du box-office passent de $100 à une moyenne de $8000 à la fin de l'été de la salle de cinéma qui diffuse des films pornographiques à Los Angeles et à New York. De Renzi tourne un nouveau film de 90 minutes chaque mois pour fidéliser les spectateurs. Au début, il mettait des prostituées à l'affiche de ses films, mais peu après, il a commencé à faire appel à des amateurs, surtout des hippies, qu'il recrutait par le biais d'annonces dans les journaux underground locaux, comme le Berkeley Barb. Pendant de nombreuses années, le théâtre a également proposé un Copenhagen Style Live Show. En 1967, le Danemark avait aboli toutes les lois restreignant la pornographie, la première nation à le faire. Lorsque, l'année suivante, le Danemark a signalé que les crimes sexuels avaient considérablement diminué, M. de Renzi a décidé de se rendre à Copenhague pour assister à Sex 69, le premier salon du porno du pays. Il y réalise un documentaire sur l'industrie pornographique danoise, qui sort sous le titre Pornographie in Denmark en 1970. De Renzi et son partenaire ont dépensé $15 000 pour produire le film, qui a finalement rapporté plus de $2 millions. Rien que la première semaine au Screening Room, de Renzi a récolté $25 000. Dans la lignée des documentaires scandinaves tels que Yam Curious Yellow de 1967, qui avait été très lucratif pour Grove Press, éditeur de livres et son distributeur aux États-Unis, Censorship in Denmark a pu échapper à la censure aux États-Unis parce qu'il est passé pour un documentaire, malgré le fait qu'il comprenait des scènes sexuellement explicites de lesbianisme, fellation, cunnilingus et tous les détails des rapports sexuels conventionnels. De Renzi est un exemple du nouveau style de vie annoncé par la révolution sexuelle. Il vivait avec sa secrétaire et l'une de ses anciennes actrices dans une propriété somptueuse au sommet d'une colline dans le comté de Marin, avec les enfants de chacune des femmes et ses enfants d'un précédent mariage. Bel homme, il avait de longs cheveux blonds et une moustache à la Fu Manchu. Mais de Renzi se considérait aussi comme un cinéaste sérieux. « Je veux juste faire des films », dit-il à Murray. Vous devez montrer quelque chose que les gens n'ont jamais vu auparavant et le sexe est ce que les gens veulent voir maintenant. Je ne ferai jamais un film qui ne contiendrait pas de sexe. Ça a plus de punch qu'une scène de poursuite. Écrivant dans le New York Times Magazine, William Murray a baptisé de Renzi le Jean-Luc Godard de la nouvelle vague dans le porno. Lorsque Jim Mitchell dit à son frère Artie, pour gagner de l'argent dans le porno, il faut avoir son propre théâtre, Artie répond, il faut faire ce que de Renzi a fait. En 1969, les frères Mitchell achètent un bâtiment vacant qui avait autrefois abrité un concessionnaire Pontiac à l'angle de Polk et O'Farrell. Le 4 juillet 1969, le O'Farrell Theater a ouvert ses portes. Les frères ont continué à produire des nudis et des castors pour les montrer dans leur théâtre. En 1972, lorsqu'ils ont sorti leur film hardcore classique Behind the Green Door, ils avaient produit plus de 200 films pour les montrer au O'Farrell. 5 ans après que le Roxy a commencé à montrer des films de castors, San Francisco a été désignée comme la capitale américaine du porno, dans un article du New York Times, le racolage étant ouvertement pratiqué au coin des rues en plein cœur de la ville. Il existe 30 salles de cinéma disséminées un peu partout, qui ne projettent que des films hardcore. Plusieurs endroits organisent des spectacles sexuels en direct. Des dizaines de librairies vendent exclusivement du porno, et d'autres ont des sections porno pour les amateurs de pornographie. La presse clandestine produit des journaux, des bandes dessinées, des affiches et des cartes postales, qui font le bonheur des esprits sales. Et dans les quartiers de North Beach et de Tenderloin, des filles nues dansent en permanence pour la délectation exclusive du voyeur imbibé. Le simple fait de se promener dans la ville peut donner aux visiteurs occasionnels l'impression que le porno, et non le tourisme, est la principale industrie de San Francisco. Malgré l'essor de la scène hardcore de l'époque, peu de films gays sont projetés. L'un des rares films à contenu homosexuel projeté en salle est Mitraque. Réalisé, photographié et monté par Michael Thomas, un gérant de théâtre de 21 ans, Mitraque met en scène une série de rencontres sexuelles entre un dépanneur bisexuel de San Francisco, JC, et ses clients et petites amies masculins. Sorti en 1970 et ne comportant aucune scène de sexe hardcore, il offre néanmoins un portrait réaliste de la vie gay à San Francisco à cette époque. Un autre film est la pastorale hardcore de J. Bryan, Seven in a Barn, l'un des premiers films hardcore gays à être diffusé en salle. Il a été tourné presque entièrement dans un seul décor, une grange remplie de paille dans laquelle 7 jeunes Américains bronzés sont assis en cercle, pour jouer au strip poker. Bien qu'une grande partie de l'action sexuelle soit orale, le film comprend plusieurs plans de pénétration anale, et presque chaque série d'actions sexuelles se termine par une éjaculation. Bryan est à l'origine d'un style de pornographie gay, ainsi que d'un type de casting,
qui a fini par dominer l'industrie du porno gay dans les années 1970 et 1980, le jeune homme américain en quête d'épanouissement sexuel, bronzé et généralement blond, et souvent en extérieur, dans un cadre idyllique qui était de plus en plus souvent la Californie. Les films de Brian, écrit le critique et cinéaste Jerry Douglas, se caractérisent avant tout par des garçons dorés à couper le souffle. Tous semblent être frais, jeunes, en bonne santé, polyvalents, créativement pervers et apparemment insatiables. La troisième ouverture significative en salle a été Nuit en cuir noir en 1972. Réalisé par Ignacio Rutkowski, un étudiant de l'Institut d'art de San Francisco, et mettant en vedette Peter Burian, qui a ensuite changé son nom de scène en Peter Berlin lorsqu'un acteur d'Hollywood également nommé Peter Burian a menacé de le poursuivre en justice. Le film suit les aventures sexuelles d'un jeune Allemand en visite à San Francisco. Magnifiquement filmé, le film comprend très peu d'actions sexuelles, principalement des fellations, en flou dans l'ombre, avec des simulations de baise. La plupart du temps, le film s'attarde sur le corps maigre musclé de Seven in a Barn 1971, a suivi Boys in the Sand de 55 Th Street Playhouse à New York et dans des cinémas de Los Angeles. Les autres films de Brian, Five in Hand 1970, For More Money 1971, Chapter 3 1971 et First Time Around 1972, ont tous été distribués par la société de Monroe Wheeler basée à Los Angeles, Jaguar Productions. La liste de diffusion. Les cinémas pornographiques sont florissants à San Francisco, mais seuls 6 des 28 cinémas en activité en 1970 diffusent des films gay hardcore. Le Nobile Theater de Chancel est probablement la salle la plus importante pour le porno gay. Un certain nombre de réalisateurs de films gay hardcore locaux ont choisi de ne pas faire de films destinés à être distribués en salle. Au lieu de cela, la plupart d'entre eux semblent avoir démarré leur entreprise à partir d'une seule liste de diffusion. Alors qu'il travaillait pour le magazine Golden Boys de J. Brian, John Travis a rencontré John Summers, un Afro-Américain à la carrure lourde, plus tard connu sous le nom de Black Buddha, qui gérait une série de bordels pour garçons en partenariat avec Brian et parfois en concurrence avec lui. Summers s'intéresse au secteur de la pornographie gay et encourage Travis à tourner des boucles hardcore en 8 mm pour les vendre par correspondance. Travis crée une petite société appelée Telstar et se constitue un petit catalogue de boucles 8 mm, dont 2 avec la légendaire star du porno hétéro, John Holmes. Une fois qu'il a commencé à produire des courts-métrages 8 mm, Travis a décidé qu'il voulait rencontrer ses clients en personne et savoir ce qu'ils souhaitaient voir à l'avenir. Je prenais une chambre d'hôtel dans différentes villes, j'invitais ces types et je leur donnais un aperçu des films que j'avais. Au début des années 70, alors que J. Brian s'était brouillé avec l'un de ses partenaires, probablement Travis, John Summers et Brian se sont introduits un soir dans le bureau de son ancien partenaire pour récupérer les films de Brian. En sortant, selon Summers, Brian lui a crié « Prends cette liste de diffusion. Et fais-en une copie. Tu en auras besoin un jour. » Quelques années seulement après avoir créé Telstar, Travis a décidé de se retirer du secteur de la vente par correspondance. Non seulement sa liste d'adresses avait disparu, apparemment vendue par Summers à 2 autres hommes d'affaires, qui lançaient des sociétés de pornographie, mais il y avait aussi les contraintes juridiques et financières liées à la poursuite des activités. Matt Sterling est l'un des hommes d'affaires qui a obtenu la liste et l'a utilisée pour lancer Dimension. Sous ce nom, il a réalisé près de 20 courts-métrages. Parmi eux, Amateur of Size et Inch by Inch, ainsi que Hurts So Good et Out of Control. Ces premiers courts-métrages impliquent 2 ou 3 jeunes hommes dans des scènes sexuelles qui ne nécessitent pas de mise en scène élaborée, les montrant simplement en train de faire l'amour dans une chambre ou en plein air. Souvent, la séquence ne suivait pas ce qui est devenu plus tard la convention du genre standardisé, oral anal et orgasme, mais allait et venait entre oral et anal. Souvent, les acteurs peuvent avoir un orgasme au milieu de la scène, avant la dernière séance de pénétration anale, bien que les orgasmes concluent généralement le nom de la société en Brentwood Studio. Peu après ce changement de nom, Sterling engage John Travis comme caméraman pour les films Brentwood. À l'époque, Travis travaille également pour les Falcon Studios de Chuck Holmes, une autre petite société basée à San Francisco. Cependant, Sterling et Holmes faisaient des types de films très différents. Les boucles de Brentwood étaient comme des pièces de théâtre en un acte, tandis que les films de Falcon étaient plus purement des actions sexuelles. D'après Travis, Sterling voulait faire des films de jolis garçons au sourire de Pepsodent, alors que Holmes aimait le cuir et le sexe dur, plus énergique. Mais Travis avait l'impression d'avoir plus de créativité à Brentwood et a décidé de quitter Falcon. Alors que le bras de fer entre Sterling et Holmes au sujet de Travis se poursuivait, Summers continuait à participer aux productions de Sterling et de Holmes.
Tout au long du début des années 70, les quatre hommes se livrent à une rivalité parfois acrimonieuse, parfois amicale. L'un des plus remarquables des premiers films de Braintree tournés est réalisé par Travis et The Paperboy and Monsieur Egan, qui, comme son titre l'indique, dépeint une scène sexuelle entre un homme plus âgé et un garçon qui livre le journal. Travis pensait qu'il s'agissait d'un fantasme auquel beaucoup de gens ont pensé lorsque le livreur de journaux jette le journal à la porte tous les jours. Small Town, USA. Travis a dit à Jerry Douglas dans une interview des Manchots, « Je n'ai jamais fait de sexe par script. Jamais. Et j'essaie toujours de mettre la caméra là où le client aimerait être. Où je veux être et ce que je veux regarder si je voyais ces deux personnes. Vous donnez en quelque sorte à vos acteurs une idée de ce que vous essayez de capturer, et ils y vont. Et à votre tour, vous photographiez ce que vous pouvez. Le faucon prend son envol. » Chuck Holmes a quitté l'Indiana pour s'installer à San Francisco lorsqu'il a été promu au poste de directeur commercial pour l'Ouest d'une entreprise qui fabriquait des maisons préfabriquées. Pendant la récession du début des années 1970, le marché des maisons préfabriquées a connu un ralentissement et lorsque la société a fermé son bureau de San Francisco en 1972, il s'est retrouvé sans emploi. John Summers, qu'il avait rencontré par l'intermédiaire de J. Bryan, lui suggère de lancer une entreprise de vente par correspondance de films gay hardcore. Eh bien, a pensé Holmes, peut-être que je devrais faire ça pendant un an ou deux, jusqu'à ce que je puisse revenir dans le monde de l'entreprise. Il emprunte $4200 et achète une poignée de films déjà réalisés par John Travis, principalement ses courts-métrages Telstar, dont un court-métrage gay avec le légendaire acteur hétéro hardcore John Holmes, et lance Falcon Studio en avril 1972. Pour donner à Holmes une base de clientèle, Summers lui a vendu une copie de la liste d'adresses de John Travis. Il s'est avéré que Chuck Holmes était l'un des clients que Travis avait rencontré lors de ses tournées. Lorsqu'ils se sont rencontrés à Cincinnati, Holmes vendait des maisons préfabriquées. Holmes a décidé d'appeler son entreprise qui ait une image de férocité, de puissance et de grâce, et qui soit naturelle. Je pensais qu'un faucon représentait cela. C'était un oiseau de proie. Dans les actes sexuels, du moins tels que nous les concevons ici à Falcon, il y a généralement un prédateur et une proie. Je ne veux pas dire que c'est dans un sens néfaste, mais à la fin d'un film Falcon, quelqu'un a attrapé quelqu'un et lui a bien donné. Les affaires ont été lentes au début, en partie parce que l'offre de nouveaux produits était limitée. Il s'est appuyé sur les boucles réalisées par d'autres sociétés et producteurs. Mais bientôt, il produisait ses propres courts-métrages 8 mm. Après que Travis a fermé sa propre entreprise, Holmes, qui a dit de Travis qu'il était l'un des meilleurs vidéastes de sexe gay naturel nés sur cette terre, lui a offert un emploi pour tourner les boucles 8 mm hardcore pour Falcon. Travis a tourné le premier film produit par Falcon, une boucle en deux parties intitulée Muscle, Sweat and Brown Falcon 508, réédité sous le nom de FVP010, dans laquelle figurait l'une des premières stars du porno gay, Dean Chasson. Ayant grandi dans le Midwest, Holmes a voulu recréer son propre fantasme en tournant une scène d'action sexuelle en plein air en Californie. Holmes a tourné les images fixes tandis que Travis s'est occupé de la caméra 16 mm. Selon Holmes, j'étais un bébé dans ce métier. J'ai gardé ma bouche fermée et mes oreilles ouvertes. Aux côtés de Chasson, Muscle, Sweat and Brown mettait en vedette Ray Todd, qui est également devenu une star du porno gay de la première génération. Chasson, parfois orthographié Chasson ou Chassen, était apparu dans Seven in a Barn de Bryan, 1972, ainsi que dans de nombreuses boucles pour Dimension de Matt Sterling. Il a également réalisé de nombreux films de castors entièrement masculins à petit budget. Holmes l'a également engagé pour deux autres boucles des débuts de Falcon, Fourgy, FVP 012, Taste My Love, partie 1 et 2, Falcon 504 et 505, et As in the Hall, FVP 055. Il était l'un des rares mannequins de l'époque à s'en sortir financièrement, économisant l'argent de ses apparitions dans le porno et le travail d'escorte et investissant dans l'immobilier. À la fin des années 80, il possédait un vignoble dans le sud de la Californie et des biens locatifs. Ray Todd est apparu dans le long-métrage dramatique épique de Jaguar, The Light from the Second Story Window, qui mettait également en scène la star du porno gay Jim Cassidy. Outre des stars comme Dean Chasson et Ray Todd, Holmes a également engagé Jimmy Hugh avant l'arrestation et la condamnation à la prison de ce dernier, ainsi que la star du porno hétéro à grosse bite John Holmes, aucun lien de parenté avec Chuck, pour plusieurs de ses rares scènes hardcore exclusivement masculines. La plupart des boucles de Falcon mettaient en scène des jeunes hommes beaux et sexuellement énergiques portant des noms indéfinis comme Tom, Dan, Gary, Dave, Kenny, Rod, Philippe, Michael, Bill et Pete.
Étant donné qu'il existe peu de publications qui examinent les boucles 8 mm, la plupart des jeunes hommes qui sont devenus des stars du porno au début des années 70 ont acquis leur notoriété grâce aux sorties en salle, et non en achetant des 8 mm par correspondance. Les projections en salle de films gay hardcore avaient beaucoup plus de chances d'être commentées dans les nouveaux journaux gays qui ont vu le jour au début des années érotiques développées par J. Bryan, John Travis et Matt Sterling, en insistant peut-être encore plus sur l'action sexuelle que Travis ou Sterling. La plupart des boucles Falcon présentaient des scènes de sexe de manière directe, avec des valeurs de production simples. L'éclairage, qui est toujours le facteur de production le plus difficile à gérer, varie beaucoup d'un film à l'autre. Il n'y a presque jamais de lieu de tournage coûteux ou exotique, et les boucles montrent rarement des actions dramatiques ou sexuelles qui s'étendent sur une longue période de temps. Après tout, il ne s'agissait que de courts-métrages, composés d'une scène ne dépassant pas 15 ou 20 minutes. La plupart du temps, ils étaient construits autour d'une anecdote, et jamais d'une histoire à part entière. Ils fournissaient simplement une mise en scène qui créait une atmosphère chargée dans laquelle l'action sexuelle pouvait se dérouler. Le sexe implique presque toujours une fellation et une pénétration anale. Les éjaculations ne sont pas encore formalisées comme la fin d'une scène, et elles n'ont pas toujours lieu après la baise, mais il arrive que les acteurs aient plusieurs orgasmes à différents moments du film. Travis a travaillé comme réalisateur-cinéaste pour Falcon jusqu'en 1982. Pendant cette période, il a tourné près de 40% des films de Falcon, sans compter les courts-métrages Telstar et Brentwood qu'ils ont acquis et distribués dans le cadre des Falcon Video Pack. Cependant, ces contributions étaient inconnues du public car le travail de Travis pour Falcon n'était pas crédité. En fait, pendant de nombreuses années, les films de Falcon ne comportaient aucun crédit. Cela reflète le besoin d'anonymat des premières années, mais aussi la philosophie de Holmes, chacun, chez Falcon, fournit le maximum d'efforts. Si le directeur artistique, le photographe, le directeur de production ou même le chef électricien, qui transporte les projecteurs, veut faire une suggestion, si elle me semble raisonnable, je demande un temps d'arrêt et nous nous réunissons. Nous sommes une véritable équipe ici. Dès le début, Holmes a clairement envisagé la marque d'action sexuelle Falcon comme étant un contact sexuel rapide, urgent et désespéré entre deux ou plusieurs personnes, aussi désespéré que nous pouvons le capturer sur film ou vidéo. Et cela reste son objectif, la formule de base de Falcon n'a pas changé. Et je ne prévois pas qu'elle change un jour. Le casting et la toilette des interprètes étaient également importants pour lui. Personne ne peut avoir les pieds sales dans un film Falcon. Parce que je viens du Midwest et qu'il y avait ces soirées VFW où l'on projetait des films porno et où tous les hommes et toutes les femmes avaient toujours les pieds sales. Et j'ai toujours pensé, ces bâtards paresseux, pourquoi ne lavent-ils pas les pieds de ces gens? C'est distrayant. Holmes voulait voir le garçon d'à côté, qui avait l'air de ne rien faire d'autre que d'être les meilleurs petits gars, les petits hommes d'affaires, les bons membres de leur communauté, et tout d'un coup, ils s'embrassaient, et tout l'enfer se déchaînait, et ils essayaient de se fonder sur des politiques de prix et de marketing agressives. Falcon fixait ses prix bien au-dessus de ceux des boucles 8 mm des autres sociétés. Les prix élevés pratiqués par Falcon pour ses films, et plus tard pour ses vidéos, allaient bien au-delà de ce qui était nécessaire pour couvrir ses coûts de production. Dès le début, Falcon a fonctionné strictement comme une entreprise de vente par correspondance. Bien que les sorties en salle de hardcore aient bénéficié de publicité et de prestige, la distribution en salle était à la fois plus coûteuse et plus risquée que la production des boucles pour la vente par correspondance. Nous ne voulions pas laisser échapper des tirages en 16 mm, explique-t-il, c'est tout ce qu'il fallait pour faire un inter négatif et réaliser toutes les copies en 8 mm et en Super 8 que l'on voulait. Et à l'époque, il y avait beaucoup de gens dans ce métier qui faisaient beaucoup de duplications illégales. La politique de Falcon, qui mettait l'accent sur la vente par correspondance, s'adressait à des clients plus âgés et plus fortunés que le public qui assistait aux projections en salle, et aussi plus secrets. Ils étaient également plus susceptibles de vivre en dehors des zones métropolitaines où se trouvaient des communautés homosexuelles importantes et en pleine expansion. Le clone Castro. Depuis la fin des années 60, la scène sexuelle gay de San Francisco est exceptionnellement vivante. En 1970, un an seulement après les émeutes de Stonewall, des chercheurs du Kinsey Institute ont constaté que 40% des hommes blancs et un tiers des hommes noirs avaient eu plus de 500 partenaires sexuels, tandis que 28% des hommes blancs en avaient eu plus de 1000. 10 ans plus tard, le Castro était devenu la plaque tournante de l'activité sexuelle gay à San Francisco, la zone de drague la plus active de la ville, voire du pays, s'aventure France Fitzgerald en Scission Nail. Même dans la journée, des centaines de jeunes hommes se promenaient dans les bars, les librairies, les restaurants et les magasins,
et même dans le vaste supermarché situé un peu plus loin sur Market Street. La nuit, les bars étaient bondés, il y avait des files d'attente sur les trottoirs, et les voitures avaient du mal à passer à travers la foule d'hommes. Pour les nouveaux arrivants, la scène était époustouflante, l'ouverture et l'effervescence. Au cours des années 70, un nouveau style masculin s'est développé. Rejetant l'idée traditionnelle selon laquelle le désir homosexuel masculin impliquait le désir d'être une femme, les hommes gays se sont tournés vers un style traditionnellement masculin ou ouvrier, pour se comporter sexuellement. Le camp, en tant que sensibilité gay et féminée, n'est plus de mise. Le nouveau style des hommes gays était presque macho, mais macho avec une petite touche. Macho et sexuellement provocateur, le nouveau style comprenait un pantalon en jean, des bottes de combat noires, un t-shirt moulant s'il faisait chaud, couvert par une chemise en flanelle à carreaux, sinon, des oreilles ou des mamelons percés, des tatouages et une barbe ou une moustache. Les hommes qui s'habillaient ainsi étaient connus comme des clones ou, surtout à San Francisco, comme des clones de Castro. L'homme Marlboro, un cow-boy, était le modèle masculin emblématique du look clone, ironiquement, l'homme qui a popularisé le style masculin pour les cigares sexuellement codés. Les vêtements soulignent, érotisent, fétichisent la vague réalité animale sous-jacente et façonnent notre façon de la voir, écrit Edmund Dwight dans States of Desire. Le torse en V par métonymie à partir du V ouvert de la chemise à demi boutonnée au-dessus de la poitrine en sueur. Les fesses arrondies serrées dans le jambe, gonflant à partir de la taille cintrée, encore soulignées par les insignes érotiques des mouchoirs colorés des clés. Un entrejambe instantanément accessible par les boutons, celui du bas déjà défait et agrandi en étant pressé, avec le scrotum, sur le côté. Des jambes moulées dans des détails parfaits et puissants. Les pieds simplifiés, brutalisés et magnifiés par les bottes. De plus, le style clone codifié, très précisément, les nouvelles normes sexuelles de la vie masculine gay. Pour les hommes homosexuels, explique White, il y a 3 zones érotiques, la bouche, le pénis et l'anus, et toutes 3 sont mises en scène de manière vivante par ce costume, le cul étant le plus insistant, car son statut d'objet de désir est historiquement le plus récent et donc celui qui a le plus besoin d'être redéfini. C'est à San Francisco et à New York que les clones, tant sur le plan artistique que sexuel, se sont le plus développés. Castro Street à San Francisco et Christopher Street à New York ont été les pylônes qui ont ancré la culture sexuelle masculine gay des années 70, qui, comme beaucoup l'ont affirmé, dépassait de loin en intensité et en excitation tout ce qui était dépeint dans les films pornographiques gays. Si l'intensité des rencontres sexuelles quotidiennes dépassait souvent celle des scènes de sexe dans les films pornographiques, les expériences sexuelles de la fin des années 70 ont fini par faire leur chemin dans la pornographie vidéo. Par exemple, dans son livre Gay Macho, The Life and Death of the Homosexual Clone, Martin Levin a enregistré une rencontre réelle dans un bain public à la fin des années 70, qui a fini par ressembler au dialogue de dizaines de films pornographiques. Ouais, regarde bien cette putain de grosse bite. Hein U? Regarde comme elle est grosse, longue et dure. Ouais. Cet enculé va aller dans ton putain de trou du cul. Hein U? Cette putain de grosse bite va te labourer le cul, te bousiller le trou du cul. Merde, tu vas en redemander. Ouais. Tu veux de la bite, connard, tu en veux? À ce moment-là, une deuxième voix est arrivée, râlant avec avidité, donne-moi cette bite, mec. Ouais. Donne-la moi. Donne-moi toute cette viande d'homme. Enfonce-la dans ma gorge chaude. Ouais. Vécu par les hommes gays dans les années 70 a convergé avec le sexe dépeint dans le porno. En fin de compte, presque exactement en parallèle avec l'action, dans de nombreux films pornographiques, une séquence assez standard d'actes sexuels a évolué. Pour exciter un gars, j'aime d'abord jouer avec sa queue, pendant que je l'embrasse. Ensuite, je le suce tout en pressant ses seins et en jouant avec son cul. Après l'avoir rimé un moment, quand son trou est bien ouvert, je le baise jusqu'à ce que je jouisse dans son cul. J'aime qu'il jouisse en se branlant pendant que je les baise. À l'exception de l'arrêt obligatoire de la baise pour jouir pour le plan d'argent, la scène que Levin a entendu répondait à la formule de presque toutes les scènes pornographiques. La recherche du sexe et le trucage étaient les piliers du style érotique des clones de Castro. Leur code mettait l'accent sur la recherche de la satisfaction sexuelle plutôt que sur l'intimité émotionnelle, et supposait une objectivation détachée et impersonnelle de leur partenaire sexuel. Comme l'a dit un homme à Martin Levin, pour moi, la familiarité tue le désir. Connaître quelqu'un me rebute car sa personnalité ruine le fantasme que j'ai d'elle. De plus, sucer la même bite et baiser le même cul est une corvée. La variété, après tout, c'est le sel de la vie. Blockbuster. Tout au long des années 70,
John Travis, Matt Sterling, Falcon Studio et de nombreux autres producteurs de porno masculin gay ont intégré une grande partie de la culture sexuelle gay de San Francisco. L'ampleur et l'intensité de la scène sexuelle de la ville avaient créé un monde distinctif d'expériences partagées. Le sexe anonyme dans un cadre communautaire, dans un sex club, un bar public ou une orgie, a donné naissance à une communauté fondée sur le plaisir plutôt que sur la politique. La performance dans le porno n'est qu'une extension du sexe communautaire auquel participent tant d'hommes. Les pornographes de la ville ont souvent puisé leurs scénarios et leurs images dans la vie sexuelle gay de la ville. Ils recrutaient des artistes dans la communauté et transposaient leurs propres expériences sexuelles à l'écran. À l'automne 1977, Chuck Holmes a rencontré son personnel de production et de marketing pour discuter des projets à venir. Le caméraman de Falcon du moment, Colin Meyer, récemment diplômé du programme de cinéma de l'Université d'État de San Francisco, a suggéré qu'il réalise une série de courtes boucles mettant toutes les plus grandes icônes du porno de l'époque dans un seul film. 3 générations des meilleures stars du porno gay. Très rapidement, l'équipe de Falcon a décidé qu'Al Parker, qui avait connu un énorme succès en tant que modèle Colt et qu'ils avaient déjà utilisé dans Viek en Lock-up, Falcon numéro 610-11, FVP 004 et Rock and Hard Place, L.Ted, FVP 019, devrait être l'un des 3. Ils ont également choisi Dick Fisk, un jeune interprète qui avait également réalisé récemment un certain nombre de boucles pour eux, Steamit, One to One, The Runner, Falcon numéro 621-22, Steamit, FV 018, et L.Ted, FVP 019. Enfin, le troisième choix était évident pour Holmes, nous savions que nous devions avoir Casey Donovan, à cause de Boys in the Sand. Il était la première poignée de films érotiques gays depuis Boys in the Sand et The Back Room mais n'était jamais apparu dans un film Falcon. Holmes était certain de pouvoir l'engager pour le film. J'avais rencontré Casey à Fire Island et je l'avais personnellement connu. Il avait tellement d'énergie et de personnalité, et une présence sexuelle si forte. Il était la cheville ouvrière du film. Donovan a regardé tous les acteurs et a dit à Holmes qu'il avait hâte de baiser avec chacun d'entre eux. Il avait vraiment envie de tous ces garçons. Ils étaient comme des chiens fous en chaleur. Une fois la distribution assurée, l'équipe de Falcon a élaboré un script. Selon Holmes, quelqu'un a dit, on pourrait peut-être faire un film dans la neige. Et j'ai pensé, personne n'a fait ça. En plus, j'avais envie d'aller skier et j'avais un couple d'amis, un couple de gars qui était très amusant et qui avait une cabane près du lac Tahoe. J'ai appelé l'un d'eux et lui ai dit, on aimerait faire un film à Tahoe, dans la neige. On peut utiliser votre maison? L'histoire de The Other Side of Aspen a été développée autour du concept de casting du lieu. À cette époque, le scénario était dans votre tête, explique Holmes. Nous l'avions planifié, mais fondamentalement, ce que nous avions, c'était un scénario. Et le scénario concernait ce moniteur de ski. En fait, nous avons lié le film après notre retour à San Francisco, parce que nous étions allés là-bas et avions tourné toutes ces images fabuleuses de scènes de sexe rapide, mais le film avait vraiment besoin d'un cadre pour le relier. Nous sommes donc revenus ici et avons tourné les images de Jeff Turk, le moniteur de vol, faisant son jogging et se souvenant de ce qui s'était passé l'hiver précédent. Et nous avons fait une voix off. Si Casey Donovan était la cheville ouvrière, Al Parker était le grand Manitou. Donovan et Parker ne s'étaient jamais rencontrés, mais Donovan considérait Parker comme l'un de ses hommes de rêve du porno. Presque 10 ans plus jeune que Donovan, Parker est né Andrew Aucun en 1952. Parker semblait destiné au porno depuis le jour où, à 15 ans, il est tombé sur un magazine en lambeaux qui contenait des photos de boxe des légendaires Studio Colt. À peu près à la même époque, Parker a assisté au célèbre concert de Woodstock, où il a passé pratiquement tout le week-end à l'arrière d'un corbillard à faire l'amour avec un motard poilu des Hells Angels, et bien qu'il ait à peine assisté au concert lui-même, il a réussi à figurer sur l'affiche du film. Il déménage en Californie, où il travaille comme majordome au manoir Playboy de Los Angeles et est présenté au photographe Eric Colt. Le modèle standard de Colt était très musclé, avec des traits bien définis. Le photographe hésite à photographier Parker et publie même ses photos avec un avertissement, car Parker n'est pas aussi musclé ou bien défini que le modèle Colt standard. Mais la masculinité hirsute et élancée de Parker est devenue populaire presque instantanément, et il est devenu l'une des icônes les plus durables, l'incarnation du nouveau style masculin gay, l'homme barbu portant une chemise de travail. Peu après avoir posé pour les photos de nu de Colt, il tourne son premier film sexuellement explicite pour les studios Brentwood, réalisé par Matt Sterling, bien qu'il n'ait pas encore commencé à utiliser ce nom. Comme Casey Donovan, les performances et le style de Parker véhiculaient un fantasme de disponibilité sans limite,
Mais Parker a également créé un personnage qui représentait quelque chose de nouveau, un homme gay avec un style masculin traditionnel, voire macho, un homme musclé, sexuellement agressif, vivant à la dure, un homme Marlboro, qui incluait les rôles actifs et passifs dans les rapports anaux. Bien que Parker soit avant tout un top, il était polyvalent et se sentait à l'aise en tant que butch. Le style macho qu'il a créé est connu sous les noms de clone, en partie parce qu'il est devenu la norme à San Francisco, le clone de Castro. Le scénariste Robert Richards pensait que la présence fascinante de Parker à l'écran était également due au reflet photographique de ses remarquables teintes de peau. Je suis convaincu que la célébrité de Parker était attribuable, au moins en partie, à sa peau. J'ai parlé à des caméramans et à d'autres personnes bien informées, et ils attribuent une grande partie de son succès à sa façon de photographier. Il y avait une lueur intérieure quand on le voyait à l'écran. C'est une qualité très rare. En fait, de nombreux aspects de la personnalité de Parker ont fait de lui l'une des stars les plus populaires de tous les temps parmi les hommes homosexuels. Certes, la représentation photographique de sa chair et de la couleur de sa peau, ainsi que sa représentation de l'homosexualité masculine, mais surtout, l'énergie pure et le plaisir manifeste de ses performances sexuelles ont cimenté sa popularité et son statut. Dans The Other Side of Aspen, Donovan et Parker, en fait tous deux polyvalents sur le plan sexuel, n'adoptent chacun qu'une seule position sexuelle. Donovan joue le rôle du bas dans 3 scènes et pour les 3 autres interprètes de ces scènes, tandis que Parker coiffe Donovan dans ces 3 scènes. Leur première scène a été électrisante. Il s'agissait au départ d'une séance de photographie, mais les acteurs ne pouvant se retenir, le caméraman s'est interposé et a commencé à filmer. La scène s'est rapidement transformée en une véritable scène de sexe, qui a culminé avec le fisting de Parker sur Donovan. Donovan et Parker ne s'étaient jamais rencontrés avant l'après-midi où ils ont pris l'avion de San Francisco à Lake Tahoe, ce que Donovan considère comme un avantage. Je pense que c'est plus facile, parce qu'alors vous pouvez performer sur un plan strictement chimique. J'aime la spontanéité des rencontres anonymes. Quelques heures plus tard, nous avons fait notre première scène ensemble, et il a fini par me fister. Une sacrée expérience. S'exclame Donovan après la fin de la scène. The Other Side of Aspen a remis Donovan sous les feux de la rampe et confirmé le statut céleste de Parker. Le film a également cristallisé la vision de Chuck Holmes du film érotique, selon laquelle il suffisait de filmer des homosexuels libérés en train de faire la seule chose qui vous retient est de mettre la pellicule dans la caméra. Vous n'avez pas besoin de le planifier, vous n'avez pas besoin de le diriger, vous devez simplement le capturer, parce que cela se passe sous vos yeux comme une séquence naturelle d'événements sexuels. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais dans ce film, c'était le cas, parce que nous avions un casting 100% gay, 100% sexy, et 100% sexy les uns pour les autres. Il n'y avait personne qui disait « je ne suis qu'un top » ou « bon sang, je ne fais pas ci » ou « je ne fais pas ça ». À ce moment-là, il n'y avait vraiment aucune contrainte. Ce film a été réalisé au plus fort de la révolution sexuelle, et l'Amérique gay était en marche. Les gens étaient libres, et nous avions des droits pour la première fois, et ce film était une sorte de célébration de cette liberté et de l'idée que le sexe n'était pas sale, et qu'il n'avait pas à être sombre, et qu'il n'avait pas à être caché. Et c'était ça le truc, je voulais présenter le sexe dans une atmosphère saine et sportive. The Other Side of Aspen était au départ une série de boucles, mais lorsque Holmes a décidé de créer un cadre reliant les scènes, il s'est rapidement transformé en premier long métrage de Falcon. D'une certaine manière, il ressemblait à Boys in the Sand, 4 scènes sexuelles sans intrigue dans un cadre de vacances. Et ironiquement, une fois de plus, Casey Donovan joue le même rôle en reliant les scènes entre elles par sa présence sexuelle et son énergie. Falcon a intensifié sa stratégie de marketing en envoyant un pré-mailing avec des cartes de réservation à ses meilleurs clients. Les réservations ont afflué. Une brochure a ensuite été envoyée par la poste. La réponse à cette brochure a également été phénoménale, produisant les revenus les plus élevés de l'histoire de la société jusqu'à ce moment-là, 5 à 7 fois plus que jamais auparavant. En 1993, 45 000 exemplaires de la cassette vidéo The Other Side of Aspen avaient été vendus, ce qui en faisait le film pornographique gay le plus vendu à ce jour. The Other Side of Aspen a été le premier blockbuster de Falcon et, comme tous les blockbusters, il a représenté la part du lion des revenus de Falcon. Son impact explosif a marqué un tournant pour une société qui vendait ses films uniquement par correspondance, la préparant sans le savoir à l'ère du magnétoscope. Le succès d'Aspen a transformé Falcon en une entreprise d'un genre différent, qui a commencé à augmenter ses valeurs de production et à adopter d'autres politiques,
comme la signature d'exclusivité avec des artistes, ce qui en a fait le moteur des entreprises de pornographie gay. Avec Aspen, Falcon a découvert la formule Midas. Elle a ensuite produit 4 suites de sa série Aspen, souvent avec les acteurs les plus populaires. Le studio a mis en place une politique consistant à conclure des contrats exclusifs avec une demi-douzaine d'artistes, dont il a strictement réglementé la carrière en contrôlant leur accès à la presse gay, leur répertoire d'actes sexuels, ainsi que les rôles et les personnages qu'ils jouent dans leurs films. Les exclusifs Falcon ne pouvaient pas apparaître dans des productions d'autres sociétés tant qu'ils étaient sous contrat. Holmes explique: lorsque nous faisons cela avec un mannequin, nous convenons d'une quantité minimale de travail et d'une somme minimale d'argent, et il accepte de ne travailler que pour nous. Cela nous permet de dépenser l'argent nécessaire à leur promotion, de prendre le temps de les présenter dans tout le pays et de créer une demande pour ce modèle. Et ensuite, le seul endroit où vous pouvez obtenir ce modèle, c'est chez nous. Falcon Studio s'est construit sur le fantasme du macho gay dans les courts et longs métrages qu'il a réalisés dans les années 70. Le studio évitait tout ce qui pouvait paraître bizarre ou moins rigoureusement masculin. Mais The Other Side of Aspen est aussi une étape importante pour l'industrie du film pornographique gay. Il marque l'apogée de l'éthique sexuelle machiste gay, la confirmation du corps masculin gay idéal, jeune, avec une carrure de nageur, sans tatouage et avec peu de poils, et la codification des films pornographiques gays en tant que genre.